avec vous, sur le plateau avec nous, le protecteur du citoyen, Maître Renan Edoville. Certainement, on va faire l'état des lieux des droits de la personne humaine en Haïti et à travers le monde. Et au cours de la seconde tranche de l'émission, on verra ce qui constitue la violation criante, flagrante des droits de la personne humaine en Haïti, qui est l'insécurité globale. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Métropole. Protecteur, mon protecteur, comme j'aime vous appeler, comme ça. Bienvenue sur Métropole, un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Desauguste, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Bonjour à tous les fans de Métropole, de Radio Télé Métropole. 73 ans plus tard, où en est-on avec les droits de l'homme à travers le monde, mais en Haïti? Bon, on pourrait dire de manière brièvement, qu'on est en nette régression. C'est-à-dire? Plus de recul que de progrès. C'est-à-dire encore? Il faut dire que, effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, le monde, l'humanité est en train de commémorer le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui coïncide bien évidemment à la Journée internationale des droits de l'homme. Mais de manière globale, on pourrait dire que c'est un bilan mitigé. Non seulement à l'échelle internationale, mais aussi en Haïti. Ce qui est important de préciser pour vous, M. Desauguste, en fait, les droits humains, ou bien les droits de l'homme, comme on peut l'appeler, ou bien les droits de la personne, comme vous l'avez dit, s'échelonnent sur les 365 jours, ou bien devraient s'échelonner sur 365 jours. Cependant, le mois de décembre a bien regardé, à bien des égards, eh bien, on pourrait le considérer comme étant de manière spécifique le mois des droits de la personne humaine. Le mois de la personne humaine, le mois des droits de l'homme, le mois des droits humains. Certainement, on va en parler, et protecteur Renan Edoville, mais nous devons peut-être retourner à travers le monde. Mais en Haïti aussi, parce que Haïti, c'est un élément du monde. Nous sommes dans un monde, si vous voulez, multipolaire, ou unipolaire pour certains. C'est un grand débat sur le plan géostratégique, géopolitique, international aussi. Mais question de droits de l'homme, est-ce qu'il n'est pas culturel et socioculturel aussi? C'est-à-dire, ce qui représenterait un droit pour moi en Haïti peut ne pas l'être dans un autre pays, par exemple. Le respect des droits de la femme, par exemple. Bon, c'est pourquoi que je parlais tantôt de recul. Parce qu'en définitive, quand on pose la question des droits humains, on fait quoi? On défend des valeurs qui sont universelles à travers le monde. Pas capable de négociation, une culture pas capable de camper en face de ces valeurs universelles. Par exemple, la dignité humaine, l'égalité des genres, la protection des droits de la femme, la protection des droits de l'enfant, bref, la protection des catégories vulnérables, la présomption d'innocence, les garanties judiciaires. Eh bien, tout principe ça, nous sommes capables de dire, c'est des principes universels que nous ne sommes pas capables de camper en face à nos cultures. Naturellement, les détracteurs des droits humains, à l'échelle mondiale, toujours une tendance pour contester ce caractère universel des droits de l'homme. Donc, l'homme a besoin de décider, violer, assassiner, pendre une femme qui commet un cas d'infidélité, c'est parce que principe dans tel pays violé. Par exemple, je vous dis, on nous regarde ça qui a passé en Afghanistan. 20 ans après, avec le retour des talibans, eh bien, les femmes ont commencé à considérer comme étant des choses. Les femmes ne peuvent plus se rendre à l'université. Les femmes ne peuvent plus se rendre au travail. Les enfants sont vendus. Et parfois, on dit, ah, mais non, c'est parce que, principe, on dit que dans le pays, ça, eh bien, mais qui importance que les femmes? Femmes considérées comme un être inférieur. Et à chaque fois qu'on a une situation, ça, ou en présence de sanitaire, des situations de violation des droits humains, parce que les droits de l'homme, qu'on le veuille ou non, en dépit de ce que l'on pourrait dire, eh bien, restent
et demeurent des principes à caractère universel. Nous avons regardé dans certains pays, et protecteur Renan et Dovin, il y a des gens qui sont considérés autant que des bêtes. Il n'y a pas de l'eau, pas de manger, pas d'éducation, pas de rien. C'est comme si, pour tout le monde, là, le droit à exister, pas de droit à l'éducation, tant qu'on nous dit, presque démunis de tous les droits. Eh bien, justement, je prends l'exemple tout à l'heure de l'Afghanistan. Actuellement, savez-vous que, par exemple, lorsque une fille, par exemple, qui gagne 6-7 Simone, à l'heure où nous parlons, eh bien, l'obligé de vendre une Simone qui est plus grand pour environ de $2000 US. Comme des animaux. Comme des animaux, pour le capable de survenir à l'autre Simone, pour le capable d'éduquer l'autre Simone. Donc, question esclavage là, esclavage moderne, il retournait au cœur de l'actualité. Et ce n'est pas sans raison que je me dis, par exemple, là, nous prenons le mois de décembre. On pourrait dire que c'est le mois des droits de l'homme, entre guillemets, si vous me passez l'expression, parce que au cours du mois de décembre, il y a toute une série de journées internationales des droits de l'homme. En commençant d'abord par le 1er décembre, la journée internationale contre le VIH-Sida. Le 2 décembre, la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Et là, on dit l'esclavage, nous avons également la domesticité infantile, nous avons la traite et le trafic des personnes. L'esclavage moderne. L'esclavage moderne. Là, on prend le 3 décembre, qui est consacré comme étant la journée internationale des droits des personnes handicapées. Là, on prend le 9 décembre, qui c'est journée internationale contre la corruption, parce qu'à chaque fois qu'on parle de droits de l'homme, on est obligé de parler de la lutte contre la corruption, parce que la corruption constitue une entrave à l'épanouissement des droits humains. Et lors du 9 décembre, toujours, eh bien, on va voir qu'il est consacré comme étant à la journée internationale de commémoration des victimes de crimes de génocide. Lors le 12 décembre encore, pour me fermer rapidement, parce que je ne vais pas citer tout ça, certainement. Lors le 12 décembre, eh bien, 12 décembre, son date que nous ne pas connaît, mais son date importante pour les spécialistes en droits de l'homme, eh bien, c'est journée qui commémorait à Sandaïle à question de couverture sanitaire universelle. Et 18 décembre, Gibralvin là, journée internationale des migrants. Et le gros morceau dans tout ça, eh bien, c'est le 10 décembre. Et sans oublier, pour les chrétiens, les religieux, entre guillemets, eh bien, nous sommes capables, pourquoi ne pas ajouter le 25 décembre qui, c'est la journée, la fête de la Noël, qui a un caractère de justice, d'amour, de réconciliation, de paix. Donc voilà pourquoi que, selon analyse plusieurs spécialistes en droits de l'homme, même si que combat droits de l'homme n'a doué mené sur les 365 jours de l'année, mais il y a toujours une tendance après le mois de décembre comme étant le droit spécifique en matière des droits de l'homme. Et aujourd'hui, c'est un combat qu'il faut mener parce qu'on a l'impression, ce n'est pas une impression, mais c'est une réalité. Eh bien, l'humanité à travers le monde, eh bien, a fait face à plutôt des reculs de régression au lieu de progrès. Qu'on prend l'Afghanistan, qu'on prend le Nicaragua, je ne dis avec le gouvernement qui fait organiser une élection bidon, côté que par exemple les opposants, les journalistes sont persécutés. Qu'on prend par exemple les États-Unis, nous sommes capables de dire qu'il y a des régressions parce que actuellement, en dépit de lutte qui était menée vers les années 50, eh bien par Martin Luther King, aux APAC, etc. Donc on voit que sous l'administration Trump, eh bien, tu as senti qu'il y a une régression par rapport à la protection des droits des Afro-Américains. Et en Haïti, on a besoin de parler parce que depuis un certain temps, eh bien, les droits humains, tout comme la démocratie, sont, on ne peut plus, menacés. On allait dire depuis toujours, protecteur Renan et Dovin. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais mettre l'accent avec vous, c'est la crise de Covid-19. Il dit que les Vini et comme frein également à l'épanouissement des droits de l'homme à travers le monde, notamment dans la question des libertés individuelles. Donc, vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous le voulez et on vous exige la prise du vaccin, bien la vaccination. Aujourd'hui, pour que vous puissiez voyager, il faut un carnet de vaccination presque dans pile pays dans le monde là. Est-ce que vous pensez ça pour atteindre au premier degré aux droits humains à travers le monde, mais à travers le pays qui exigeait ça également? C'est un débat, bien évidemment. Je vais me réserver, on ne pas trop intervenir sur cette question parce que je ne suis pas spécialiste en droit de en santé, mais quand même, nous pensons que c'est un débat assez intéressant qu'a fait aujourd'hui à l'échelle internationale.
il y a des gens qui sont pour la vaccination, il y a des gens qui sont contre, et les gens qui contestent parce qu'ils ont senti que la liberté de déplacement est menacée. Mais nous sommes capables de dire, peut-être, si nous-mêmes nous faisons analyse au niveau de la salle des nouvelles de métropole, on va regarder que parfois, il y a un blackout qui fait sur l'information. Donc, à l'échelle internationale, surtout. Donc, surtout lorsqu'on a besoin qu'on ait qui ça, que le laboratoire a fait et qui recherche scientifique a fait, eh bien, on sentit que moun k'ap travail ou bien k'ap goumé, k'ap prôné la vaccination universelle pour tous, eh bien, on pas senti que yo très à l'aise avec des journalistes, des agents de presse. Donc, même les scientifiques ne s'entendent pas sur la question. Bien sûr. Donc, tout compte fait, nous pensons que c'est un débat sérieux, mais nous-mêmes, nous croyons tous les gouvernements qui ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Haïti fait partie. Haïti était représenté par son ambassadeur Émile Saint-Lô. Nous avons plusieurs autres pays qui étaient présents au moment de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, au moment de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'échelle internationale encore de manière unanime. Eh bien, je dis à vous pour devoir, 73 ans après, à travers les Nations Unies, eh bien, pour faire le constat, pour faire le bilan. Et c'est un bilan pour nous autres, en tant que protecteurs du citoyen, qui est un bilan négatif, parce qu'il y a beaucoup plus de recul, il y a beaucoup plus de régression en matière des droits de l'homme que de progrès qui réalisé ces dernières années. En termes de petits rappels, selon les informations, c'est Émile Saint-Lô qui a lu les articles de la Déclaration universelle de l'homme, grand orateur, tribun, comme on pourrait le dire, protecteur Renan Edoville. Maintenant, côté différentes journées de droits humains, journée pour les religieux, journée pour les PVVIH, journée pour les enfants, journée pour les handicapés. Dans toutes ces journées, qui côté Haïti ne font pas d'après vous? Qui côté? Qui côté, dans qui point? Haïti. Nous ne font pas ou bien nous ne pas faire rien du tout? Nous ne pas faire rien, ça c'est une évidence. Alors, journaliste, ce n'est presque pas une nouvelle, mais est-ce que vos côtés ne font pas? Est-ce qu'il n'a pas avancé en termes d'évolution pour rester positif ou pour positiver aujourd'hui? Bon, de manière objective, on pourrait dire qu'en Haïti, la lutte pour le respect des droits de l'homme a eu des moments de haut et des moments de bas. Des moments de haut. Des moments de haut, par exemple, après le départ des Duvalier, en 1986, eh bien, c'est une ouverture démocratique, c'est une ouverture avec l'existence, la création des partis politiques. Comme l'a dit l'autre, bamboche démocratique. Bamboche démocratique, entre guillemets, parce que le terme est un petit peu impropre pour moi-même. Et c'est une ouverture aussi avec la liberté de la presse, parce que moi, c'est vers les années 86 que les premières associations de presse, de journalistes, le mettre sous pied. Mais tout de suite après, quelques mois après, nous allons constater que, eh bien, ouverture démocratique, ça, eh bien, il va frapper sous le mur. Et c'est pas trop loin, c'était en avril 86, lorsque plusieurs milliers de monde étaient décidés à commémorer avril 1986 devant le Fort Dimanche, eh bien, les militaires ont décidé d'ouvrir coup de zame, eh bien, sous Mounio. Donc là, pour reprendre les propos d'un professeur, eh bien, le peuple haïtien était espanté. Et on peut gagner toujours des moments de haut, des moments de bas. On peut gagner, par exemple, vers les années 90, avec les premières élections démocratiques qui étaient organisées. On peut prendre un coup en matière de droits de l'homme au cours des mois, des années septembre 91, on va retomber encore, on va relever. Donc, ce qui signifie, à chaque fois qu'on parle de questions des droits de l'homme, ce que l'on doit mettre en tête, c'est que la bataille, elle n'est pas gagnée de manière définitive. Et les spécialistes le disent souvent. En matière des droits de l'homme, la bataille n'est jamais gagnée de manière définitive. Il faut une vigilance constante. Je ne dis à M. Jean-Jules Desauguste, si que je suis capable de chita en dedans, sous plateau radio-télévision métropole, télémétropole, ensemble avec vous, pour nous parler de droits de l'homme en prélude à la Journée internationale des droits de l'homme, ce n'est pas un cadeau de quiconque. C'est pour le monde qui fait un cadeau. C'est pour le président, c'est pour le ministre de l'Information, c'est pour le ministre de la Culture. Eh bien, c'est le combat qui a été mené par des journalistes, par des confrères, par des directeurs de médias,
par des religieux, par des professeurs d'histoire, par des avocats assassinés. La Fontaine Joseph a titre d'exemple, eh bien, par des hommes, des femmes politiques progressistes qui mènent une journée jeudi à là. Mais malheureusement, en 2021, décembre 2021, nous sommes capables de dire que nous ne sommes pas dans un moment de haut, nous sommes dans un moment de bas. Un moment de bas qui est très bas parce que il y a un droit de l'homme qui nous capable de dire, nous pas capable de dire qui est aussi important comme les autres droits de l'homme parce que tous les droits de l'homme sont importants. Ou pas capable de prendre droit de l'homme et puis pour mettre l'autre de côté, mais il y a un droit de l'homme, je dis, qui est important, qui est inclusif en matière de droits humains, eh bien, c'est le droit à la sécurité, le droit à la sûreté, eh bien, son droit qui, je dis, non seulement fragilisé, qui bafouait, qui menaçait et qui mettait en question tous les autres droits humains. Donc, bref, nous avons une période de recul, nous avons un moment de bas, non seulement en matière de droits de l'homme, mais aussi en matière de démocratie. De régression, c'est le mot ça a été utilisé, nous reprenons les mots, mais on doit noter peut-être avec aussi la liberté d'expression et la liberté d'information et aussi. Il y a des gens qui pensaient que la liberté d'expression en Haïti, quelque part, est trop excessive. On dit de n'importe qui, n'importe quoi. Et il y en a un qui dit qui est récemment victime de ça, c'est le président assassiné Jovenel Moïse. On ne devrait pas dire n'importe quoi de chef d'État dans un pays. Je vais prendre l'exemple qui est un peu plus fort, plus frappant. Est-ce qu'on va penser que quelque part, il y a certains droits, certaines libertés qui sont trop immenses dans un pays, notamment comme Haïti et protecteur Renan Idouville? D'après te corriger, je ne vais pas dire qu'ils sont trop immenses. Parce que, suivant la Déclaration universelle des droits de l'homme, chaque être humain de jouir de tout droit de gagner. Et les droits humains sont indivisibles. En respectant celui de l'autre, évidemment. Ils sont liés, bien sûr. Cependant, en matière du respect des droits humains, en matière de la protection des droits humains, ce ne sont pas seulement les autorités qui ont une part de responsabilité. Certes, les autorités ont la première responsabilité. La première responsabilité incombe, comme on le dit, aux autorités étatiques. Mais moi-même, ou même, simple citoyen, moun qui dans la rue, ils ont une responsabilité en matière du respect des droits de l'homme. Donc, droit de l'homme à privé épanoui, M. De Auguste, c'est lorsque chaque citoyen connaît les responsabilités par rapport à la question droit moun. Le respect du droit d'autrui est important pour l'épanouissement des droits de l'homme. Et c'est ça qui fait qu'on voit que dans certains instruments internationaux des droits de l'homme, notamment au niveau du système international des droits de l'homme des pays africains, eh bien, on voit qu'ils ont toujours adopté des instruments qui gagnent droits et devoirs. Dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme, il y a une déclaration qui est la déclaration des droits et devoirs de l'homme. Ce qui signifie droits et devoirs sont intimement liés, qui sont capables de permettre d'arriver vers une société qui respecte les droits humains. Et vous savez qu'en Haïti, nous ne parlons que de nos droits, mais pas de nos devoirs. Pas de devoirs, malheureusement. Mais nous ne sommes pas capables de dire que les droits humains sont trop immenses. Donc, non, pas tous les droits, mais nous parlons de manière spécifique pour Haïti. Côté que n'importe qui monte dans la radio ou dans la télévision, bien sûr, place publique dit n'importe quoi de n'importe qui. C'est peut-être ça notre question d'éducation à la citoyenneté, sont questions qui doivent soulever au niveau des écoles, au niveau des universités, au niveau de la salle des nouvelles. Et c'est ça que, par exemple, nous-mêmes, en tant que structure étatique qui est là pour faire promotion, protection des droits humains, et comme peut-être vous capable de connaître que nous organisons chaque année un concours de reportage, de textes sur les droits humains, et nous avons agité question ça à travers un sujet que nous avons proposé aux candidats pour voir comment peut-on concilier la liberté de la presse par rapport au sensationnalisme. C'est peut-être comment le sensationnalisme peut tuer le métier de journaliste en Haïti. Certainement ce dont on va parler pour mettre fin à la première partie de l'émission d'aujourd'hui, Maître Renan Idouville. Et avant même de passer aux activités, aux questions
relatives aux activités que vous organisez pour ce 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous allions dire aussi qu'il y a quand même une petite nuance entre liberté d'expression et liberté d'information, ce que certainement l'auditoire maîtrise en termes de rappel. On ne peut pas dire qu'on a parlé de journalistes. Pourtant, on a parlé des citoyens qui est peut-être galvaudé et la question de droit d'expression, liberté d'expression à travers le pays en termes de précision pour éviter toute confusion et protecteur Renan Edoville. Maintenant, quelles sont les activités que vous prévoyez dans le cadre de la célébration de ce 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Bon, il y en a plein d'activités. D'ailleurs, le 9 décembre, l'unité de lutte contre la corruption, comme nous toujours fait ça chaque année, il va organiser un salon sur question lutte contre la corruption. Donc l'OPC est invité et à y prendre part. Il y a des activités qui étaient déjà organisées également pendant la période 1er, 2, 3 décembre. L'OPC était associé avec eux. Il y a une activité qui prévoit également pour le 18 décembre à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Et nous-mêmes, au niveau de l'OPC, l'activité phare, l'activité principale que nous avons toujours organisée et qui vient sans son tradition pour nous-mêmes, eh bien, c'est la remise des prix qui va le faire le 8 décembre à l'hôtel Montana. Côté que, par exemple, nous allons remettre des prix à des journalistes qui étaient participés dans le concours. Nous allons remettre des prix à des étudiants. Les journalistes sont au nombre de 3 et les étudiants sont au nombre de 5, si j'ai bonne mémoire. Et aussi des écoliers en classe terminale. Au nombre de 5, ça fait au grand total 13 lauréats qui vont être présentés au public dans le cadre de remise de prix que nous faisons et chaque année, que nous organisons chaque année dans l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Et ce sera pour nous aussi l'occasion de faire le bilan de la situation en matière des droits de l'homme avec les avancées comme au Dédil, mais aussi avec les défis auxquels Haïti fait face en matière de droits de l'homme. Si ce n'est pas les droits de l'homme en Haïti, qui côté nous est l'Office de protection du citoyen en termes d'action, d'accompagnement, de manière pratique, pragmatique? De manière pratique, premièrement, nous étions une institution étatique, parce que nous sommes dans la Constitution. Nous étions une institution indépendante, parce que il y a un principe qui est en question création OPC, qui est dans la loi organique OPC, c'est que l'OPC n'est pas arrêté avec personne. Nous établissons des relations fonctionnelles avec les autres institutions étatiques, les autres ministères, les autres institutions étatiques, mais nous sommes indépendants dans le travail que nous avons fait. Nous ne dépendons pas de la présidence, nous ne dépendons pas de la primature, nous ne dépendons d'aucune autre structure qui est dans l'État. Mais nous établissons des relations fonctionnelles avec eux. Qui est-ce qui va nos budgets et qui institution budget nous dans l'État, parce que son structure étatique, que lié, c'est pour une institution privée. Donc, c'est à travers le budget national que l'OPC est capable de fonctionner. Et à côté de ça, l'OPC a des partenaires internationaux qui supportent l'activité. Journée aujourd'hui, nous avons des relations avec plusieurs partenaires internationaux que nous travaillons sur la question des droits de la femme, la violence et la lutte contre la violence. Nous travaillons avec sur la détention préventive prolongée. Nous travaillons sur les droits de l'enfant. Nous travaillons sur la vulgarisation juridique, la médiation en tant qu'outil important en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie. Donc bref, nous sommes capables de dire que nous faisons le travail de promotion, sensibilisation, l'implication des jeunes, l'implication des écoliers et la collaboration avec les confrères, les consoeurs de la presse et aussi le travail de protection qui est fondamental pour nous, côté que OPC a pour devoir pour accompagner tout le monde qui est victime d'abus dans l'administration publique, mais aussi l'OPC a un droit de regard également sur ce qui a passé dans l'institution privée. Même si nous ne sommes pas capables d'intervenir directement, mais nous avons un droit de regard et l'OPC recevoir tout le monde qui est victime de plainte et l'OPC est capable de faire ça dans le langage nous, l'autosaisine. C'est-à-dire, si ou même je prends un exemple, loin de là, par exemple, M. Jean-Jules Desauguste, victime d'une brutalité policière,
eh bien, moi pas besoin, M. Jean-Jules Desauguste, aller dans l'OPC ou bien relayer dans l'OPC pour le porter plainte. Automatiquement que moi informé de ça, eh bien, l'OPC peut faire l'autosaisine et demander M. Jean-Jules Desauguste pour lui offrir un accompagnement pour qu'il soit capable de joindre réparation par rapport à ça que les victimes. Donc, la démarche de l'OPC à force de loi. Bien, bon, nous sommes capables de dire que là, il y a un bémol. Il y a un bémol et nous avons souhaité peut-être au niveau de la prochaine législature, il y a un paquet de textes de loi qui vous a révisé. Malheureusement, nous n'avons pas la force contraignante. Quand l'OPC publie un document, quand l'OPC publie un rapport, quand l'OPC travaille sur un dossier, nous sortis avec des recommandations, mais les recommandations ne sont pas imposables, malheureusement. Donc, nous devons demander pour réintégrer le monde, que vous révoquez arbitrairement de l'administration publique, eh bien, les nous faire recommandations à l'instance concernée, les doit refuser, mettez recommandations en application. Et là, votre mission prend fin. Bon, là, mission prend fin parce que loi qui crée au PCA pas nos possibilités pour nous imposer recommandations. Non. Mais cependant, M. Desauguste, ce qui est important, il faut me signaler pour ces détracteurs, pour ne pas encourager, pour penser que il y a une faiblesse au niveau de l'OPC, on est capable de continuer à violer les droits de l'homme. Non. Lorsque, par exemple, recommandations ne sont pas prises en compte, étant donné que l'OPC fait partie de la grande famille des droits de l'homme à l'échelle internationale, en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, nous affiliés, nous membres de plusieurs instances internationales des droits de l'homme, nous avons un statut A auprès du Conseil des droits de l'homme, qui est basé à Genève, et bien ça, nous saisit les partenaires internationaux, les instances internationales pour nous dire mais ça Haïti a fait en matière de droits de l'homme. Protecteur, vous parlez de statut A, qu'est-ce que ça veut dire? Statut A, eh bien, c'est qu'au niveau du Conseil des droits de l'homme, dans chaque pays, presque dans tout pays, il y a un type de OPC. Même s'il parle de OPC, mais il y a un type d'institution qui est en cours OPC. On sort d'office de protection du citoyen. Tant qu'on sort d'office de protection du citoyen. Eh bien, à l'échelle internationale, eh bien, institutions ça affiliées à Conseil des droits de l'homme. Il y a là-dedans qui ont un statut A, il y a là-dedans qui ont un statut B. Nous-mêmes, nous avons un statut A qui est renouvelé depuis un certain temps. Cela veut dire que nous sommes capables d'aller à Genève au besoin pour nous faire une déclaration, pour nous faire une présentation. Lorsque le Conseil des droits de l'homme a réuni, et côté on réunit 3 fois par an, eh bien, OPC capable de présenter un rapport sur la situation des droits de l'homme. Et pour informer, c'est qu'en janvier 2022, eh bien, l'État haïtien devra présenter l'état de la situation en matière des droits de l'homme à travers une sorte d'examen périodique universel et OPC tout lui-même en janvier 2022, de concert avec d'autres organisations de la société civile, a bien pour présenter un rapport de la situation des droits de l'homme à l'échelle internationale. Et c'est ça qui fait que nous avons un statut A, c'est-à-dire nous avons entré en d'un Conseil des droits de l'homme pour nous présenter tout ça qui est lié à la question des droits de l'homme en Haïti. L'insécurité globale en fera partie certainement, l'assassinat du président, l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferré d'Orval, les cas de kidnapping, tout ça en fera partie certainement. Et tout à fait. Le document a été déjà préparé parce que pour nous faire présentation, il faut dévoiler le document depuis novembre et le document est censé prêt. On l'a acheminé à Genève et la présentation se fera certainement en janvier 2022. C'est nous exactement. Pas connaître si bon côté gouvernement, si eux-mêmes y a bien pour faire présentation tout, parce que nous-mêmes avec le gouvernement, c'est 2 bagages différents. L'état citron? Non, nous pas dit l'état citron. Non. Non, j'ai pas dit ça. Mais lorsque activité a fait, le gouvernement a pour le présenter rapport par lui, en tant que gouvernement d'Haïti et OPC en tant que structure étatique, il vient pour le présenter rapport par le tout. Cela veut dire dans le cadre d'élaboration rapport là, pour garder indépendance OPC, nous ne sommes pas capables de travailler avec le gouvernement. Même si que parfois, ça qu'on arrive que des rapports fonctionnels, comme vous l'avez dit. Des rapports fonctionnels, ça le gouvernement dit, peut-être si OPC retrouve là-dedans, il doit dire tout sur l'autre forme, mais
dans le cadre d'élaboration de rapport là, eh bien, le gouvernement doit présenter son rapport à travers l'examen périodique universel. L'OPC fera de même à présenter le rapport et les ONG des droits de l'homme tout qui militent en faveur des droits de l'homme en Haïti, a bien pour présenter un rapport alternatif également. L'insécurité, donc, ce sera trois rapports. L'insécurité, les actes de kidnapping, l'assassinat du président Jovenel Moïse, du bâtonnier maître Montferré d'Orval, tout ça fera partie de la seconde tranche de la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, nous recevons pour vous aujourd'hui le protecteur du citoyen, maître Renan Edoville. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de l'émission. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Madame, Monsieur, votre invité, c'est le protecteur du citoyen, maître Renan Edoville. On parle des droits de l'homme à travers le monde, mais aussi et surtout en Haïti. Bonjour, bonsoir, protecteur, et bon retour et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point. Merci, monsieur Desaugus. On s'est promis de parler de l'insécurité globale, notamment de l'assassinat du président Jovenel Moïse, des différents massacres, de l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Montferré d'Orval. Commençons d'abord par l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mardi 7 décembre, ça fait 5 mois depuis le président Yotou Eli. La Kaili dans pèlerin 5 sur l'information jeudi donc 5 mois après qui regarde que OPC gagne ce dossier ça. Bon, on est de plus en plus inquiet. On est de plus en plus inquiet et parce que nous estimons que l'enquête eh bien l'a marché de pas nous capables de en place. Oui, comprendre si vous permettez. Donc, ceci pour plusieurs raisons. Et il y a deux raisons, deux bagages fondamentales que nous sommes capables d'évoquer. D'abord, le cas de monde qui a arrêté à l'étranger. Et nous connaissons un Colombien que certainement il a été arrêté du côté de la Jamaïque. Mario Palacios. Exact, qui était sur le point d'être extradé. Mais jusqu'à présent, rien n'est dit au niveau du gouvernement, rien n'est dit au niveau du ministère de la Communication, au niveau du ministère de la Culture, rien n'est dit au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Justice. Donc, on ne connaît pas à qui monde pour adresser, pour demander à qui point que le dossier ça y est. Il y a l'autre monde encore que a arrêté toujours dans le cadre de dossier ça. Donc, l'homme d'affaires Samir Andal. L'homme d'affaires Samir Andal, qui est actuellement encore à l'étranger. Donc, on ne connaît et qui s'est sorti, ou pas qu'on est, est-ce que par exemple un processus d'extradition qui déclenché, ou pas qu'on est, bref, quelle est la position du gouvernement par rapport à toute question ça. Nous-mêmes nous inquiets parce que nous croyons que la population a droit à la vérité. Donc faut nous connaître qui ça qui passait véritablement le 7 juillet 2021. Faut le gouvernement dise nous exactement à qui point que y a sur question enquête là. Il faut échanger des informations avec la population. Il faut que le ministère de la Culture, le ministère de l'Information, la primature, le ministère de la Justice disent un mot sur question ça, mais on sentit que par rapport à ce dossier, depuis environ près de 2 mois, eh bien c'est le blackout total. Donc ça rend que nous-mêmes au niveau de l'OPC Cap suivre question ça, qui estimait encore une fois, qui voulait réaffirmer encore une fois que l'assassinat du chef de l'État a été un crime contre l'humanité. Donc nous pensons que la population doit attendre information sur l'évolution du dossier et pour que nous soyons capables éventuellement espérer une certaine justice ou bien un minimum de justice dans le cadre de dossier ça. Il y a un petit point de télévision avec vous. C'était l'ancien ministre des Affaires étrangères et le docteur Claude Joseph qui est quelque peu personnel. Personnel, c'est presque l'effet fait de arrestation de M. Silayo comme son cheval de bataille. Il a dit cheval de bataille. Et tant qu'on lui expliquait que c'est les mêmes qui étaient dédoués et voici que les mêmes révoqués dans le gouvernement. Est-ce qu'on pense que ça t'a capable de faire tout? Dossier à tout enterré avec révocation, remplacement, s'il le faut, du docteur Claude Joseph au ministère des Affaires étrangères et des cultes? Bon, nous-mêmes, nous pensons que de manière classique, au regard des droits de l'homme,
même si l'ancien ministre des Affaires étrangères a une volonté personnelle pour avancer ces questions, mais il a fait dans sa qualité de ministre des Affaires étrangères. Bon principe, c'est l'institution. C'est l'institution. Bon principe, le principe de la continuité de l'État. Cela veut dire le nouveau chancelier, s'il parle d'histoire condamnée, il a pour devoir pour lui fixer position. Donc naturellement, avec le départ de l'ancien chancelier Joseph, un nouveau ministre des Affaires étrangères, eh bien, l'opinion nationale, l'opinion publique, va constater pour ouais, est-ce que le nouveau ministre des Affaires étrangères animé d'une volonté pour faire certains dossiers avancés, pour faire certaines démarches qui étaient initiées par le ministre Joseph Avancé, ou bien est-ce qu'il y a une volonté pour l'enterrer? Donc, l'opinion publique, là, la suivre et la constater et la tirer des leçons. Le protecteur, vous connaissez un petit peu qui dit que chaque rivière vient avec Rabina et Payo. Possible, c'est possible. C'est possible, c'est tout à fait. C'est possible, même si que nous ne pas souhaiter, mais certainement, parfois, tel gouvernement, tel ministre, il doit avoir telle orientation, il doit avoir telle orientation, il doit avoir telle feuille de route. Mais, je ne dis à M. Desauguste, moi, permettez-moi de répéter un mot que j'ai commencé l'émission. On est en nette régression en matière des droits de l'homme à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Et nous prenons exemple plusieurs pays. Nous citons le cas de Nicaragua. Nous citons, n'en déplaise, par exemple, à des mondes qui étaient, et nous ne pouvons pas dire que le gouvernement qui l'a, je ne dis et pas de fond bagarre, mais lorsque ils prennent pouvoir en 1984, ils ont envoyé Somoza aller, les sandinistes, ils ont promettre démocratie, ils ont promettre droit de l'homme. Et je ne dis au gagné un président qui fait que soit gain 4e mandat et qui décidait, comme si je mettait deux questions élection. C'est-à-dire la fait élection bouille vide. Donc, nous en nette régression à ce qui a passé en Afghanistan. Nous en nette régression aussi en matière des droits de l'homme à ce qui a passé en République dominicaine. Il ne faut pas peur pour nous dire. Pendant l'année 2020, sous la belle lutte contre le Covid, eh bien, qui sont ouais, une chasse qu'a faite contre les Haïtiens. Qu'on pas de joindre peut-être, ça gagne 3 ou 4 ans de cela. La situation était plus ou moins calme. Mais journée aujourd'hui, avec ça qui a passé dans la République dominicaine, côté que par exemple, il y a raché femmes qui gagnent sérum dans mes femmes enceintes, râler dans l'hôpital, vous retourner en Haïti, au passant si le gouvernement dit rien dans ça. Donc, on est capable de dire qu'en termes de relations, en termes de droits de l'homme, même si il y a une commission haïtienne dominicaine qui existait, de non, mais on est capable de dire qu'on est de régression. Ou on est de régression également en Haïti. Trop de cas d'injustice, trop de cas d'assassinat. Mais comprendre très bien. Et c'est ça qu'un pile monde ne pas comprendre. Ceux qui violent les droits de l'homme, les détracteurs des droits de l'homme. Les avocats aiment toujours le dire, monsieur Desauguste. Tôt ou tard, la démocratie doit triompher. La défaite du droit est tôt provisoire. Tôt ou tard, les droits de l'homme sont pour triompher. Nous ne doit pas well nous-mêmes. Nous ne doit pas well. Mais tôt ou tard, ça est pour faire. En France, monsieur Desauguste, sous-suivre l'actualité internationale en tant que journaliste très professionnel. Il y a un adolescent de 16 ou 17 ans. Je n'ai pas le nom en tête, malheureusement, pour me décapciter. Il a été tué, il est mort, il a assassiné. Et il y a un viol, tout qui n'a question ça. Ou qu'on est après combien de temps, il a vu joindre un monde comme suspect qui participait dans le crime ça après 27 ans. Et cet individu est mis en examen actuellement en France, après plus de 27 ans. Et c'est comme nous venons de le dire, la défaite du droit est toujours provisoire. Dommage pour ceux qui violent les droits de l'homme, pour penser que tout va bien, tout est beau, gon boulevard. Mais non. Ils ont tôt ou tard, l'humanité, la justice nationale, ou bien la justice pénale internationale, vient pour
Maintenant, nous te verrons avec vous. Position côté sur l'accusation portée contre le Premier ministre actuel, le docteur Ariel Henry, qui, selon l'information, a gagné des conversations, communications avec un présumé assassin du président Jovenel Moïse. Pour toujours la même position, ça sévère, amère, exigeant que le docteur Ariel Henry se présente par devant la justice. Nous n'avons pas de position amère. Nous, même au niveau de l'OPC, nous sommes une institution. Catégorique sévère. Non, nous sommes une institution qui grand monde tête. Nous sommes une institution qui grand monde tête. Et là, il faut que moi baille crédit à la législature ça qui a accepté voter loi organique OPC. Il y a deux mondes qui sont importants pour nous citer. Premier monde qui te permet loi ça à voter, c'est le président Sénat à l'époque là, en 2012. On a parlé de l'honorable président Simon Dieuseul Dera, qui était président. Au niveau de la Chambre des députés, nous gagnons l'honorable député Levaillant Lui Jeune. Texte ça a été voté en mai 2012 et il a pas publié en juillet 2012. Texte ça fait OPC, une institution qui grand monde tête. Nous indépendants, monsieur Desauguste. Nous développer des relations fonctionnelles et sous question droit monde, nous pas intransiger. Nous pas besoin d'un avis monde pour nous prendre une position par rapport à la question droit de l'homme. Donc la position de l'OPC ne change pas sur nous la là présence, pour nous défendre nos positions de principe. Et encore une fois, comme vous posez une question de manière directe, je vous réponds de manière directe. Jean-Manuel Comte dit dans la guerre là, sans filtre. Le Premier ministre actuel, il a pour devoir, pour le bail des explications à la nation, et bien sur l'assassinat du chef de l'État, parce que le rapport rendu public par la DGCL fait connaître M. Ariel Henry était en conversation avec Joseph Félix Badiou. C'est une position de principe. Il est capable de critiquer, il est capable de dire que c'est a fait politique, mais sous regarder tout ça qu'a fait à l'échelle internationale. Et hier encore, M. Desauguste, dans certains pays, le droit à la vérité, c'est des bagailles qui sont respectés. Ou imaginons, même si c'est peut-être qu'on doit critiquer, on nous garde ça privé New York. On a décidé de licencier le frère de l'ancien gouverneur de New York, parce que nous vu nous rendre compte que frère ancien gouverneur là et de connivence avec lui. C'est de connivence entre guillemets, entre guillemets, il faut le dire. Il y a des conversations pendant que le frère là donc, cela veut dire, au nom du droit à la vérité, demander à quelqu'un de fournir, d'éclaircir, de faire la mise au point sur une question, ça ne pas dit pourtant que c'est ou ça ne pas dit pourtant que c'est un monde qui a à battre. Mais non, ce n'est pas ça la question. Mais il y a des principes fondamentaux, eh bien, l'on en matière de justice, un crime commis, un chef de l'État a été assassiné en sa résidence par des mercenaires étrangers et avec des policiers, des Haïtiens, eh bien, si on dit tel monde, il faut qu'on ait une explication. Et ce n'est pas seulement le Premier ministre. Il faut aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas seulement le Premier ministre. Si le juge d'instruction, sans vouloir orienter le travail du juge d'instruction, mais il y a l'autre monde va poser question. Comme le monde qui était là le 7 juillet, les autorités au plus haut niveau, ils ont supposé une explication. Comment pour un chef de l'État t'a assassiné, eh bien pour un monde qui t'a occupé des postes stratégiques en termes de sécurité, en termes d'intérieur, en termes de défense nationale, eh bien pour pas ta explication. On va parler de CSPN dans tout et Conseil supérieur de la police nationale. Oui, déjà, par exemple, le ministère de l'Intérieur, la Défense, l'actuel ministre de la Défense qui était ministre de la Défense sous le président Jovenel Moïse, il faut le tabac explication. Le directeur général de la police, pourquoi pas? Le directeur général de la police. Le premier ministre AI, qui était ministre des Affaires étrangères. Autant de monde. Donc, si on fait un bagage, si le juge décide de faire son travail avec courage, prend courage de bras, nous ne pouvons pas dire que prend monde sans mettre en prison. Parce que le grand principe, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la présomption d'innocence. Tendons
son moun dans le tribunal, ça ne veut pas dire que moun nan coupable, M. Desauguste. Son occasion que la justice bat moun nan pour le blanchir. Et dans le cas ça, quel que soit moun, non t'a cité de près ou de loin, de manière directe ou de manière indirecte par ricochet, eh bien, moun nan gen intérêt pour collaborer avec la justice, eh bien, pour faire lumière, et automatiquement pour faire lumière, eh bien, moun nan décharge de tout ça que t'as gagné sous dol. Donc, c'est notre position de principe, et nous, Kimbel, nous-mêmes, en tant que OPC, en tant que structure étatique, indépendant, grand monde, et qui là, qui a fait un travail de protection et de promotion des droits de l'homme, n'en déplaise aux autres. Maintenant, il y a des gens qui pensent qu'en Haïti, bon, c'est une évidence. Il y a un scandale, couvrir l'autre scandale, au point que dit Haïti sont république à scandale. Il y a un mois, ou bien un an après, ou bien un an, 5 mois après, l'assassinat de Maître Montferrier Dorval, il y a des gens qui pensent que nous presque dans une situation de crasser feuille couvrir ça parce que greffe tribunal est vandalisé, il a volé les pièces, documents, etc. Je dis à protecteur du citoyen que vous êtes, quel est votre regard sur l'enquête sur l'assassinat de Maître Montferrier Dorval également? On est très inquiet. On est aussi très inquiet en ce qui concerne l'enquête de l'assassinat du professeur Dorval. Nous sommes très inquiets. Et nous ne sommes pas seulement inquiets pour l'assassinat, pour l'enquête président Jovenel, ni enquête sur l'assassinat professeur Dorval. Les massacres aussi. Nous inquiets, on est préoccupé, monsieur Desauguste, par rapport à ça le fonctionnement de justice là. Pas gagné aucun cas d'assassinat, aucun procès à caractère criminel qui fait pendant les 20, les 30 dernières années en Haïti. On va parler de kidnapping, on va parler de insécurité, probablement on va poser une question sur ça. En tant que journaliste, au niveau de métropole, dis-moi qui moun que yo arrêté pour kidnapping, et bien que yo jugé, que yo condamné, que yo jeune coupable, yo condamné. Pendant les 5 dernières années, je ne sais pas si chiffre là. Je ne sais pas si métropole connaît chiffre là. Mais ça qui est certain, on va vivre dans une société à l'heure actuelle, côté que la justice refuse de rendre justice. La justice refuse de défendre la société. Il y a des gens qui sont capables de protecteurs de cas de Clifford Brandt, même si c'est un cas qu'on peut compter sur un droit d'une main, peut-être. Minime, M. Desauguste. Tout autant, M. Desauguste, la direction centrale de la police judiciaire pas d'autorité pour le faire travailler en toute indépendance, n'a toujours parlé de l'assassinat, n'a toujours parlé de kidnapping. Faut que vous commencez par des CPJ, possibilité pour le faire travailler en toute indépendance. Faut que l'enquêteur des CPJ pas inquiété lorsqu'il y a enquêté sur le monde. Faut que pour nous combattre l'insécurité, pour une jeune justice par rapport à des cas d'assassinat, à des cas d'enlèvement, eh bien, faut au niveau du gouvernement, il a décrété, on va utiliser un terme qui n'est pas vraiment classique, ça nous a une sorte d'état d'urgence contre l'insécurité. Il faut que les Nations Unies, les pays amis, c'est bien de nous aider dans la lutte contre le Covid. C'est bien de nous donner des vaccins. Moi-même, je prends tous les 2 doses. C'est ça, c'est pommade? Non, je prends tous les 2 doses. Non, on va parler de points là, ou dossiers là en termes de. Mais, il faut que les Nations Unies pas contenter Chita, faire des réunions, et puis voir des photos pour dire que vous êtes Chita avec la Direction générale de la police, etc. Il faut qu'il y ait des actions concrètes. Il faut que la police en support pour gommer contre l'insécurité, gommer contre le kidnapping. Tout autant ça n'a pas fait, on a toujours dans la situation. Il faut que la société a tout. On peut dire déjà dans la métropole, puis on dit, il faut que nous fassions une démarcation ensemble les délinquants et les terroristes, et les kidnappeurs, et les bandits. Nous ne pouvons pas mettre dans le même panier, non, M. Desauguste. Il y a des délinquants, il y a des gens qui ont braqué, il y a des gens qui ont volé le téléphone dans la rue. Mais les kidnappeurs, les bandits,
qui viole, qui kidnappe les gens, qui prend rançon, qui tue les gens. Nous avons le cas de mon collègue, de mon frère, de mon ami Patrice de Renoncourt. Ou pas capable de mettre tous les deux monde ça dans le même panier, non? Je ne sais pas comment on va dire ça, c'est le problème social qui fait que tout kidnapping là aussi. C'est parce que pas de volonté de la part de la société. Il faut que nous arrivions dans une situation de rejet de phénomènes kidnapping. Ou même dans le Nord, rapidement, quelques secondes, M. Desaugustes, je vais aller dans la région natale. Dans le Nord, tout comme dans d'autres régions, 30 ans de cela, 40 ans de cela, l'homme qui volé, M. Desaugustes, eh bien, ça, c'est un monde qui te font maladie. Maladie dans tant longtemps, oui. Lèpre. Lèpre. C'est un opprobre pour toute la famille. Lèpre. Moun ça, rapidement, eh bien, non seulement il y a rejeté la société, il n'y a pas rien dans la société. Mais je ne dis pas, ce n'est pas le cas. Il y a une famille qui va accepter les kidnappeurs sont à travers les réseaux sociaux. Nous partageons vidéos. Nous vénérons. Nous relèvons au commandant. Il faut qu'il y ait une différence qui fait entre les délinquants de chaque jour dans le langage criminologique là, et aussi les bandits. Il faut les criminels à col blanc également. Ceux qui sont derrière les actes de sécurité. Les criminels à col blanc, eh bien, qui sont intouchables, il faut que des CPJ capables d'avancer sur eux. Journée jeudi, et ceci pas journée jeudi, M. Desaugustes, rapidement. Pas journée jeudi, même dit depuis 20 ans. Il y a des gens qui sont intouchables oui, dans le pays. Il y a des criminels qui sont intouchables. Oui. Dès pour toucher eux, eh bien. La tête tremblée. La tête tremblée. Ou pas arrêter eux. La DCPJ pas arrêter eux. C'est ça que nous phénomène qui fait notre crier. Je dis là. C'est lui-même. La société dans son ensemble doit rejeter cet acte, cette forme de terrorisme qui constitue une entrave à l'épanouissement des droits de l'homme. Et ceci, me dit en prélude au 10 décembre qui prend la Journée internationale des droits de l'homme. Maintenant, protecteur Renan Edoveli, qui parlait de droits, que nous avons gagné tout, en parlant de bandits, nous avons semé insécurité, nous avons pour preuve entre sud capitale là et zone Croix des Bouquets. Donc, il y a des gens qui parlaient de réinsertion sociale, d'amnistie, etc. Ou même comme protecteur du citoyen, pour camper dans ce sens-là. Moi, dis lui, M. Desaugustes. Il faut nous faire des démarcation entre les délinquants et les kidnappeurs, qui sont des criminels.